Le H comme Hegel et le H comme héritage. Alors ma question, ça serait comment se fait-il qu'Hegel ait disparu des écrans radars? Un petit correctif liminaire, je ne suis pas grand spécialiste, je suis pas spécialiste du tout. Je veux dire par là que j'ai un compagnonnage avec Rousseau qui remonte à, je ne sais pas, savoir combien de nombre d'années, même à toute première adolescence, c'est pas la question. Mais je ne suis pas un spécialiste au sens académique, je salue, je dis ça n'a rien d'ironique. Je veux dire, ceux qui travaillent toute une vie uniquement sur l'œuvre de Rousseau et qui connaissent la fréquence des N, de la lettre N dans sa correspondance, je veux dire, non mais je respecte, c'est utile, et d'ailleurs quand nous travaillons, nous sommes bien contents de pouvoir nous appuyer sur les certitudes amassées par les spécialistes au sens propre, voilà. Donc c'est une de mes références absolument incontournées, disons Rousseau, quoi. Alors, pourquoi il a disparu des écrans radars? Ah là là, quelle bonne question. La question, je vais répondre par une autre question, un bon philosophe d'abord, c'est comment se fait-il qu'il y soit apparu? Parce qu'il a fallu du temps. On ne connaît pas, il a fallu pratiquement pour que ça... de contexte historique pour que sa diffusion que nous connaissons, nous avons connu depuis, sa diffusion jusque dans le monde universitaire, au fait qu'il soit un des auteurs qui, tous les 5 ou 6 ans, revient au programme de l'agrégation, consacré. Ça date de l'immédiat après-guerre. Si je quitte vraiment le petit confinement universitaire, il y a toujours des gens au courant de tout, y compris des philosophes lointains. Il a fallu 50 millions de morts pour que Hegel apparaisse à l'écran. C'était lié au marxisme, tout simplement, je veux dire. Voilà pourquoi il n'était pas question d'en parler auparavant. La mode était exactement à l'inverse. La mode était à Bergson, auquel je ne tire pas la pierre, qui est un philosophe beaucoup plus subtil et complexe qu'une certaine gauche. Est-ce que pas Marx lui-même n'a pas dit à un moment donné qu'on avait traité Hegel comme un chien crevé, tout à fait. Et qu'il avait aussi disparu au milieu des années... C'est intéressant, son chien crevé, parce qu'on avait employé à l'époque de Hegel, c'est Lessing en particulier, un des sommets de la Aufklärung des Lumières allemandes. Il n'y a pas que du romantisme nocturne chez les Allemands. C'est Lessing qui avait dit qu'on traitait Spinoza comme un chien crevé. Déjà. Donc Marx, qui connaît bien cette époque-là, reprend ça à son compte. Effectivement, or, lui-même avait été un des plus farouches adversaires de Hegel, en particulier le jeune Marx, lorsqu'il est encore... C'est là que j'espère qu'on va avoir une certaine continuité dans ce que je dis. J'espère que ça ne veut pas dire que je suis buté, mais... à savoir que lorsqu'il est encore jeune, naturaliste, feuerbachien, écolo, si je puis dire, au sens moins défendable, parce qu'il y a encore une fois un sens que je suis le premier à défendre, c'est à ce moment-là qu'il est anti-hegelien. Et au fur et à mesure de son évolution, il faut que ça, le cas de Marx est intéressant pour répondre à ta question, en particulier à partir de l'idéologie allemande et des thèses sur Feuerbach, ces textes très courts mais très denses, qui sanctionne la rupture qu'il est en train de vivre par rapport à sa propre première phase, par rapport à ce qu'on appelle le tout jeune Marx. Quand il rompt avec le naturalisme, parce que Feuerbach avait très bien fait, c'est pour ça qu'il avait ce prestige chez les jeunes hegeliens dont faisait partie Marx, jeunes hegeliens de droite, de gauche, déjà. C'est pour ça qu'il avait ce prestige Feuerbach, c'est celui qui les avait débarrassés de l'aliénation religieuse, qui était le grand sujet de l'époque, tout de même.
L'Allemagne n'a pas eu le même siècle des Lumières qu'en France. Il fallait beaucoup. Il n'y avait pas la séparation de l'Église et de l'État, enfin bref, qui ne subsiste chez nous que dans la région germanique de l'Alsace. Voilà. Donc, il se félicitait de Feuerbach pour cela. Mais au profit de quoi Feuerbach récupère-t-il toutes les richesses que nous avons aliénées dans la figuration religieuse? Au profit de la nature, de l'homme naturel. C'est la faiblesse de Feuerbach qui fait l'impasse sur les millénaires d'efforts historiques qui ont fait que l'homme est devenu ce qu'il fait, et que, comme dit Marx, c'est l'homme qui fait l'homme. J'en profite pour dire, ça résume peut-être, si je devais un jour résumer le plus ma pensée dans le minimum de mots, en termes purement pédagogiques, hein, parce qu'on est forcément abstrait, dans ces cas-là, et réducteur, je dirais que dans toutes les explications philosophiques qu'on peut faire sur quelque sujet que ce soit, il y a toujours 3 positions qui apparaissent, dans lesquelles je ne tranche pas pour l'instant. Il y a la position naturaliste qui explique tout à partir de la nature, par exemple l'appel à l'hérédité, j'y parle d'héritage là, et l'hérédité naturelle, les sciences cognitives l'illustrent bien actuellement. Lorsque Sarkozy, pour moi c'est une des phrases les plus terribles du quinquennat, lorsque Sarkozy dit, ses adversaires de gauche en disent de pareil, hein, je ne suis pas en train de faire la politique politicienne, lorsqu'il disait, et quand même les adolescents criminels, il faudrait voir si c'est pas un peu dans leur gène, hein, ça n'est pas clair, il faut regarder ça de près. Voilà, on est en plein dans l'explication naturaliste du monde. C'est le cas aussi de Lordon avec son néo-spinozisme, d'une manière bien différente. Donc, l'explication naturaliste. Deuxième antithèse, l'explication surnaturaliste. C'est par Dieu ou par un principe transcendant qu'on explique ce qui se passe dans le réel. Et enfin, je les renvoie 2 à 2 en mon hegelien, la thèse naturaliste et l'antithèse surnaturaliste et religieuse, je les renvoie 2 à 2, c'est pas la nature qui fait l'homme, c'est pas Dieu qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait l'homme. C'est ce que répond Marx dans le sillage de Hegel. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de temps pour devenir homme, et comme dit admirablement Hegel dans la préface à la phénoménologie, si l'embryon, et il parlait bien avant des problèmes de l'avortement, hein, Hegel, si l'embryon est bien en soi homme, il ne l'est pas encore pour soi. Pour soi, il est comme raison cultivée qui s'est faite ce qu'elle est devenue. Voilà, hein, l'apprentissage, etc., qui tient une place si importante dans l'hominisation de l'embryon humain. Donc, voilà, comment se fait-il que Hegel a disparu de l'écran radar? C'est au départ, son destin était lié à l'aura du marxisme. Il a fallu 50 millions de morts pour qu'on commence à parler de Marx à l'université française, qui était superbement ignoré. Et donc, à la faveur de ce retour vers la conception marxiste de l'histoire, que la réflexion sur Hegel s'est développée. Et avant-guerre, il y avait eu, à la faveur d'un autre malentendu, presque inverse, que certains nationalistes allemands jouaient le retour à Hegel, comme ayant dit que ce sont les races germaniques qui sont les mieux placées pour prendre la relève, alors qu'ils ne comprennent pas que chez Hegel, germanique, romantique et chrétien, mais moderne sont 4 termes équivalents, et que les Andalous sont les Germains dont il parle, puisque l'Andalousie, ça vient des Vandales, hein. Une tribu germanique, et comme je dis souvent à des amis maghrébins, je vous signale que les Allemands étaient au Maghreb avant les Arabes. Ça les fait sursauter un peu, après ils rigolent, ils disent oui, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire les Visigoths et les Vandales. Donc, sur 2 malentendus. Mais le Hegel de gauche commence à se répandre, celui que Marx découvre, donc je reprends mon fil à partir de l'idéologie allemande, où il dit ce qui a manqué à tout, Feuerbach à tous, c'est d'avoir compris ce que l'idéalisme avait compris. La Tätigkeit est un hommage de Marx à l'idéalisme, non pas l'idéalisme précisément naturaliste, mais justement à cet idéalisme de la construction de la réalité, ce que Marx va appeler la praxis, et que Gluskar va s'engouffrer dans cette brèche. La praxis renvoie à dos la nature et la surnature. C'est être matérialiste que d'insister sur la praxis. D'ailleurs, les anthropologues, qu'ils soient marxistes ou pas, sont marxistes sans savoir, un peu comme M. Jourdain, quand ils font les grands découpages de la préhistoire, pierre taillée, silex éclaté, quoi, pierre polie, bronze, fer. Je constate que c'est ce que Marx appelle le développement des forces productives qui scande les grandes périodes de transformation de l'anthropologie, tout simplement. Donc, première raison, destin de Hegel lié à celui de Marx, lorsqu'il y a eu la contre-révolution anti-marxiste des années 60, Hegel était le chien crevé, effectivement, et surtout, il l'était jusque-là dans la droite, ce qui est bien normal. Je me rappelle
Je suis tombé par hasard dessus, je cherchais France Musique à l'époque où il fallait encore chercher les radios sur un curseur. Et je cherchais France Musique, je tombe par hasard sur France Culture, j'entends Hegel, c'était celui qui a fait le chant des partisans et qui faisait pas Pauwels, comment il s'appelle bon bref, qui était en train de faire l'éloge de son du récipiendaire et qui faisait allusion à son prédécesseur Georges Duhamel. Je vais très vite. Et il disait, pour Georges Duhamel, la pensée ne s'arrêtait pas, comme c'est le cas de nos jours, et pour notre malheur, à Hegel. Car Hegel plus Heidegger donne le nazisme, Hegel plus Marx donne le communisme, et Hegel plus Sartre donne l'existentialisme. Je le cite mot pour mot. C'est-à-dire 3 philosophes de l'abaissement, de l'abjection, etc., etc., etc. C'est pour montrer où en était l'anti-hegélisme dans la sphère de droite. Ce qui est nouveau à partir de 68, c'est qu'il y a un anti-hegélisme de gauche qui achève de chasser Hegel de l'écran, pour reprendre ta métaphore. C'est que là, les principaux adversaires de Hegel s'appellent Foucault, Deleuze et Althusser. Et je m'insiste beaucoup sur Althusser ici, c'est quand même le mieux placé escalité, en tant que philosophe dit marxiste pour le sujet. Althusser, je résume Althusser, je ne crois pas le trahir du tout, au contraire, quand il dit « tous les marxistes avant moi se sont plantés parce qu'ils avaient une lecture hegelienne de Marx ». Si on veut comprendre Marx, il faut découpler et couper le cordon qui le rattache à cette vieille pensée idéaliste, mystifiée, etc. Si je prends... Alors, pardon, et Althusser dit, il n'y en a qu'un qui n'est pas tombé dans le piège, c'est Lénine. Voilà, je ne parle pas dans son dos, je le cite. Si je prends maintenant Lénine, travaillant la philosophie, qu'elle en a enfin le temps, quand il est en Suisse, coincé, exilé, clandestin, et qu'il est bien... enfin le temps de faire un peu le détour théorique sans lequel, comme il le dira plus tard, sans théorie révolutionnaire, pas de pratique révolutionnaire. Sinon, il n'y a que des révoltes matées dans le sang et non pas des révolutions, s'il n'y a pas un détour théorique. Lénine s'attaque, petit gamin instituteur comme ça, autodidacte, à la logique, la plus difficile qui soit, la grande logique de Hegel. Et on a ce texte. Ce texte de quoi ? D'une lecture de Hegel par Lénine. Lecture d'une lecture. C'est extraordinaire. On voit les annotations en marge, des fois en allemand, des fois en français, le plus souvent en russe. Ça va des fois à pif-paf, et marqué pif-paf en ligne. Ou bien excellent. Niaiserie. On sent l'oreille d'âne de l'idéaliste. Il y a des tas de commentaires comme ça. Et au fur et à mesure que la lecture avance, l'admiration pour Hegel devient la même évolution que le vieux de Marx. Et on arrive, je ne veux pas être dans les généralités, je vais être très précis, on en arrive à un moment donné, quand il arrive à l'idée de bien, la clôture de la grande logique, quand même très difficile, il l'encadre et il dit, ce passage l'idée de bien est archi remarquable. On pourrait penser que c'est là qu'on est plus loin de Marx. L'idée de bien, comme explication finale, bon, l'idée est qu'elle garantit, chez Hegel, on peut faire confiance, est archi remarquable. 2 points. Ce passage est le plus idéaliste de Hegel et en même temps le plus matérialiste. C'est contradictoire, mais c'est un fait. Ah, quel lecteur! Première chose. Deuxième petit encadré, juste 2 lignes après, tous les lecteurs de Hegel, je repense à Althusser, avant moi se sont plantés, il ne le dit pas comme ça tout à fait, parce qu'ils avaient une lecture, parce qu'ils ignoraient Hegel. Donc c'est le même énoncé qu'Althusser à l'envers. Pour Althusser, c'est parce qu'on a trop lié Marx à Hegel qu'on s'est mécompris, et toutes les mésaventures du communisme réel viendraient de là. Ça va loin l'arnaque. Hein. Alors que pour Lénine, c'est l'inverse. Qui va trancher après Lénine dans le communisme réel, celui au pouvoir? Si tant est qu'il y a quelque chose de communiste dans le truc au pouvoir après Lénine, c'est Staline. Or, Staline se range du côté d'Althusser, si je puis dire, on prend des choses à l'envers chronologiquement. Staline a la querelle. Staline va intervenir contre la notion de négation. La négation, qui est la clé même, je ne vais pas rentrer dans le détail de la dialectique hegelienne, sur l'apport spécifique, et va dire que ça c'est une rêverie d'idéaliste. Et c'est pas un hasard si Althusser faisait partie des néo-staliniens ou des pro-chinois, comme on voudra, de ceux qui ont râlé contre le fait qu'on abandonne la dictature du prolétariat. Il y a une certaine cohérence dans tout ça. Donc l'enjeu, je suis très content de ta question, le rapport Hegel, sa présence ou son absence dans les médias, dans le débat philosophique, dans les concours, est toujours lié au rapport Hegel-Marx. Et je constate empiriquement que quand ce rapport est conjoint, ça correspond à des périodes d'avancée de la classe ouvrière, ou des classes populaires en général. Lorsqu'il y a disjonction, comme c'est le cas depuis les années 70, il y a un effondrement, au contraire, des classes populaires dans le débat. Voilà.